La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour et bienvenue sur le webinaire France Relance, le PIA 4, un instrument pour accélérer votre innovation. Je suis Delphine Cabrol, chef de projet marketing chez EMI, et j'aurai le plaisir d'administrer ce webinaire aujourd'hui. Cette conférence en ligne durera une trentaine de minutes et nous prendrons 10 à 15 minutes pour répondre à l'ensemble de vos questions. J'en profite pour vous signaler que vous pouvez poser toutes vos questions par l'intermédiaire du module Questions qui se situe en bas à droite de votre écran. Je profite aussi également de ce moment pour vous indiquer que la présentation vous sera envoyée à la suite du webinaire. Maintenant, passons à la présentation de nos deux intervenants du jour. Merci beaucoup Marie. Pascal Salvador, Business Developer Manager chez Heming. Bonjour Pascal. Bonjour Delphine, bonjour à toutes et tous. Ainsi que Marie Ramasindrai B, Senior Manager chez Heming, responsable du département subvention. Bonjour Marie. Bonjour à tous, bonjour Delphine. Et bien maintenant, passons au programme de notre webinaire. Alors, dans un premier temps, nous vous ferons un peu d'histoire sur le programme d'investissement d'avenir et Pascal en aura la charge. Ensuite, nous parlerons de tout ce qui est dispositif PIA 4 à proprement parler, c'est-à-dire le planning, les candidatures, le process. Puis, nous verrons les principales stratégies d'accélération de l'innovation avec leurs implications dans France 2030, avec les principaux objectifs bien évidemment, et nous reviendrons sur les bonnes pratiques et retours d'expérience que nous avons déjà eus. Je laisse là maintenant la parole à Pascal pour vous faire un peu d'histoire sur les programmes d'investissement d'avenir. Pascal, c'est à toi. Merci Delphine. Alors bonjour à tous à nouveau. L'idée c'est effectivement pour comprendre le PIA 4, c'est de donner un petit peu les mots-clés et un peu d'historique sans rentrer trop dans les détails. Le but aujourd'hui c'est vraiment de comprendre la philosophie des programmes d'investissement et d'avenir qui ont été créés en 2009 sous l'ère Nicolas Sarkozy et qui maintenant en sont, comme vous le comprenez, à la 4e programmation. Donc il s'agit avant tout de programmes d'investissement d'avenir qui sont définis sur 5 ans. Et pendant ces 5 ans, on a des objectifs qui sont définis par le gouvernement. Donc, Marie reviendra plus tard dans les détails sur l'aspect budgétaire. Mais effectivement, pour chacun des PIA, on a un pilotage qui est opéré par le secrétariat général pour l'investissement, donc la SGPI, qui pilote auprès du Premier ministre effectivement les projets. Et quels sont ces projets? Donc, dans la slide suivante, la philosophie du PIA 4, c'est avant tout de créer un effet de levier. C'est effectivement permettre l'émergence d'idées et de les accélérer vers le marché. Donc, le marché peut être un service, un produit. L'idée, c'est effectivement pour faciliter ce passage d'une idée, de l'excellence, de l'innovation vers le marché. On met en place un système d'appel à projets ou de concours qui vont permettre effectivement de pouvoir sélectionner les projets qui sont dans une certaine forme d'unicité, où il y a une prise de risque, où il va y avoir un secteur, un critère d'innovation assez fort qui pourra avoir des retombées économiques et sociétales fortes sur le territoire français et bien sûr qui doit rayonner au-delà du territoire français, bien entendu, et ce pour favoriser aussi la collaboration, donc aussi les transferts du public vers le privé et faciliter ces partenariats-là. Donc, voilà la philosophie du PIA 4. Maintenant, je laisse la parole à Marie qui va vous décrire le dispositif en tant que tel et qu'est-ce qui est prévu effectivement sur les 5 prochaines années. À toi, Marie. Merci Pascal. Donc, par rapport au dispositif PIA, donc, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est un dispositif qui est doté de 20 milliards d'euros sur la période 2021-2025. Alors, comme Pascal l'a très bien expliqué tout à l'heure, ce n'est pas un nouveau dispositif en tant que tel. Donc, c'est un dispositif qui est très centré sur la recherche et l'innovation, donc depuis 2009, et qui cette année sera doté d'un budget qui est le double en fait des deux précédentes versions, qui étaient le PIA 2 et le PIA 3. Donc, ça montre déjà l'effort qu'on s'est. Ensuite,
11 milliards d'euros donc de cette enveloppe est dédiée à l'accélération de la partie innovation du plan de relance. Donc, pour ceux qui étaient là lors de notre webinaire plan de relance, on l'avait expliqué, c'est le programme de 100 milliards qui a été mis en place justement par l'État pour permettre la reprise, la relance économique au niveau national. Donc, 11 milliards sur ces 20 milliards, en fait, rentrent dans le cadre de France Relance. Innovation en fait de la partie France Relance. Donc, par rapport à ça, il existe 4 axes prioritaires donc, qui sont financés dans le cadre du PIA 4. Le premier concerne la compétitivité de l'économie. Donc, ce sont les projets de R&D qui présentent des risques scientifiques et techniques en synergie avec la recherche académique. Ensuite, vous avez la partie transition écologique, hein, comme les sujets sur l'hydrogène décarboné. En ce moment, on en parle beaucoup au niveau des appels à projets. Vous avez ensuite la résilience et la souveraineté, la sécurité, les technologies quantiques, on y reviendra tout à l'heure. Et enfin, une partie dédiée à l'enseignement supérieur. Marie, Oui, peut-être tu peux peut-être couper ta caméra parce qu'on s'est coupé en fait de temps en temps ton discours. Je préfère qu'on entende ton discours que l'on te voit. D'accord. Très bien, je vais essayer de couper. Alors, vous me dites. Hein. Alors, voilà. Donc, les quatre axes, hein, je reprends, compétitivité de l'économie, la transition écologique, la résilience et la souveraineté, et enfin, un dernier axe sur l'enseignement supérieur, donc cette partie est dédiée aux universités et aux laboratoires donc de recherche dans le cadre du PIA 4. Donc, par rapport au PIA 4, comment ça va être mis en place, ou comment aujourd'hui c'est déjà mis en place, hein, d'ailleurs, peut-être réparti selon deux typologies de projets qu'on va appeler, enfin, qui sont appelés en fait innovation dirigée d'une part et l'innovation structurelle. Alors, l'innovation dirigée, c'est quoi? C'est en fait des appels à projets qui sont thématiques. C'est-à-dire que dans le cadre de ces 12,5 milliards d'enveloppes, l'État a choisi des thématiques stratégiques telles que l'hydrogène décarboné, recyclage des matériaux, produits bio, la cybersécurité, des thématiques prioritaires. Donc, tous les projets qui sont dans cette ligne-là, donc, doivent répondre à des thématiques précises, ce qui fait que voilà, on est cette philosophie d'innovation dirigée dans le cadre du PA4. D'autre part, nous avons des dispositifs plutôt, on va dire, habituels, hein, qui sont gérés par la BPI. Je prends l'exemple, par exemple, de l'IDEMO, hein, donc nous avons eu l'occasion de présenter aussi dans donc, toute la partie innovation structurelle, ce sont les projets qui ne sont pas thématiques. C'est-à-dire que dès lors où vous ne vous retrouverez pas dans la partie innovation dirigée, donc si vous avez des projets qui ne rentrent pas dans les thématiques cibles prioritaires, bien entendu, vous pouvez toujours effectivement vous diriger vers l'innovation structurelle qui est financée via des dispositifs aussi qu'on connaît très bien, comme je l'ai précisé, l'aide à la BPI, concours à l'innovation, IDEMO ou le programme d'investissement d'avenir régionalisé. Et vous avez aussi les financements de structures académiques qui sont dans la partie innovation structurelle. Donc, il faut bien comprendre les deux parties. D'une part, vous avez les sujets thématiques et d'autre part, vous avez les sujets non thématiques. C'est vrai que les sujets thématiques aujourd'hui ont une enveloppe budgétaire légèrement supérieure, supérieure à la partie innovation structurelle. Alors, par rapport aux appels à projets qui sont ouverts à date. Alors, bien évidemment, on ne pourra pas tout développer aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire. Vous allez pouvoir les retrouver sur le site d'Emin, en fait, hein, sur
via le lien que vous retrouverez donc sur la slide qui est à l'écran en ce moment. Ce qu'on peut vous préciser avec Pascal aujourd'hui, c'est les principaux appels à projets jusqu'au mois de juillet. Donc les appels à peut-être présenter les appels à projets qui sont, enfin, le mois de février c'est demain, mais ça peut toujours être intéressant pour les participants qui souhaitent se positionner ou qui sont déjà peut-être sur des projets de ces thématiques-là. Pascal ? Oui, pardon. Effectivement, donc l'idée ici, c'est de ne pas rentrer dans les détails de tous les appels à projets, mais vous voyez déjà que l'agenda est quand même bien plein jusqu'à juillet. Il n'est pas exhaustif, donc on n'a pas fait une liste à l'après-vert. L'idée, c'est vraiment de bien prendre en considération les processus, on y reviendra plus tard, de sélection et le timing de dépôt des dossiers. Et vous voyez, les thématiques sont assez diverses et variées. Ça va de la logistique au spatial en passant par le 5G, toutes les politiques stratégiques de recyclage, réutilisation des matériaux, notamment des plastiques. Donc, tous ces sujets sont couverts effectivement, et c'est de garder effectivement un éveil par rapport à la mise en ligne de ces différents dispositifs qui sont effectivement en lien avec les stratégies décidées par le gouvernement. Et effectivement, ça nous permet aussi de redire quels sont les guichets ou les opérateurs de ce PIA4 qui sont effectivement des usual suspects, on va dire, donc sur la slide suivante. Donc, on a toujours les mêmes types de guichets. Alors là aussi, c'est pas encore exhaustif, mais pour chacun des guichets qui sont présentés ici, on a une illustration d'appels à projets qui sont opérés par ces derniers. Donc, la BPI France, la Caisse des dépôts. Donc, sachant que la Caisse des dépôts, c'est souvent en lien avec les collectivités qui sont souvent porteuses des projets, mais qui peuvent fédérer effectivement des acteurs publics et privés, l'ADEME effectivement pour les sujets de l'environnement de manière claire, et puis l'ANR plutôt sur des sujets d'excellence, de la recherche et de la formation, et notamment avec un appel à projet en cours qui va être plutôt sur le transfert technologique via les SAT pour la montée en TRL, donc autrement dit en maturité technologique. Donc ça, encore une fois, c'est une illustration, et chacun de ces guichets-là va opérer les appels à projets décidés par le SGPI, donc le gouvernement de facto. Mais au-delà de ça, l'idée, c'est effectivement de revenir peut-être, Marie, sur le processus, les attentes par rapport à ces projets, les attentes du PIA4 et comment ça se matérialise auprès de ces guichets. Alors, en fait, merci Pascal. En fait, par rapport à ça, ce qui est important de se dire, et par rapport aux attentes, ce qui est important, et je pense que là, on va faire aussi le lien avec le programme qui vient d'être annoncé aussi par Emmanuel Macron, le président de la République. Là, je parlais de la partie France 2030 parce que ça fait partie en fait des dispositifs qui vont aller soutenir et préparer l'avenir, hein, donc à la fois en termes de plan de relance économique, donc au niveau national, mais aussi préparer l'avenir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça va compléter le processus en fait déjà établi du PIA4. Et donc, avant de revenir sur la partie le process en fait de soumission de dossier dans le cadre du PIA4, j'aimerais Pascal aussi faire un focus en fait même très rapide sur France 2030 puisque on peut avoir beaucoup de questions sur comment ça s'articule. On a parlé de France Relance, ensuite on parle du PIA4, ensuite de France 2030. Donc quelque part en fait cet écosystème-là peut des acteurs économiques aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire un focus rapidement pour voir comment ça s'articule et de revenir concrètement sur les dispositifs par la suite. Pascal, je te laisse la main du coup sur la partie France 2030, qui est donc un complément de la partie PIA4 déjà en place. Eh oui, merci Marie, et tu as raison de le dire, pour éviter toute confusion. C'était important de faire un focus sur ce plan qui a été annoncé en décembre et qui n'est ni plus ni moins qu'une enveloppe budgétaire en complément du PIA4 et qui s'inspire du PIA4 dans la méthodologie de mise en place et de pilotage. Donc, ce plan France 2030 a 10 objectifs et il est aussi c'est un plan quinquennal,
Donc, l'enveloppe qui est montrée ici n'est pas sanctuarisée à date, donc c'est-à-dire que la totalité de la somme va être évidemment dépensée sur les 5 prochaines années, mais on sait déjà quels sont les objectifs et quelles sont les enveloppes ou les premiers appels à projets qui sont d'ailleurs déjà lancés. Et effectivement, il y a un gros focus de 8 milliards sur l'aspect énergie et décarbonation. Donc, on a entendu parler du nucléaire avec les tailles des réacteurs de plus petite taille, tout ce qui va être hydrogène vert décarboné, l'idée d'avoir des gigafactories. Donc, tout ça tend vers effectivement un plan d'investissement qui veut faire émerger les futurs champions technologiques de demain sur nos secteurs d'excellence, donc l'énergie, l'automobile, l'aéronautique et l'espace. Donc, certains objectifs sont déjà quantifiés. Vous voyez en santé, par exemple, sur les 3 milliards qui sont prévus, l'objectif, c'est qu'à l'horizon 2030, on ait 20 biomédicaments et effectivement inventer des dispositifs médicaux de demain. On a aussi comme objectif de pouvoir produire plus de 2 millions de véhicules électriques. Donc, on vise les transports du futur avec le premier avion bas carbone. Et puis, effectivement, la culture, le spatial n'est pas en reste puisqu'on aura aussi des objectifs. Donc, à date, on sait déjà qu'il y a ces enveloppes-là, mais vous voyez bien qu'on n'est pas aux 34 milliards et qu'au fur et à mesure de l'agenda, l'État, enfin le gouvernement pourra se permettre de débloquer des fonds complémentaires au vu du calendrier si politique, comme vous pouvez le comprendre. Donc voilà, ça c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on vise la souveraineté, l'indépendance environnementale, industrielle et technologique. Et donc c'est d'avoir un temps d'avance et d'être vraiment en leader sur ces secteurs stratégiques qui ont été priorisés par le gouvernement. Voilà ce qu'on peut dire sur ce programme-là. Il n'y a pas encore de gouvernance, elle va être décidée assez rapidement. Hier, ils ont annoncé qu'effectivement, il y aurait un pilote qui sera Laurent Brunel, si je ne me trompe pas. Et oui. Vous voyez déjà concrètement les premiers appels. Donc, il y a déjà un appel à projet. Alors, il n'est pas mis ici, mais sur les métaux critiques. Et vous avez cet appel que je vous montre à l'instant, qui va être, par exemple, l'objectif de pouvoir, comme on l'avait dit au démarrage, porter l'innovation vers le marché, et ça se passe sur l'industrialisation de ces dernières. Donc, une première usine. Donc, ici, c'est une illustration. Vous voyez le logo France 2030 qui apparaît sur le site de BPI France. Ce programme-là impacte déjà les appels à projets. Et dans le cas présent, c'est pour permettre l'émergence d'une unité industrielle qui va être financée à hauteur de 60% sous forme de subvention. Et, oui, pardon, Marie. Non, tout simplement, Pascal, ce qui est important aussi pour faire le lien avec le PA4 qui est le cœur de notre présentation aujourd'hui, c'est que le dispositif France 2030 en fait va permettre d'assurer le continuum entre l'innovation et la R&D, qui est le sujet qui a toujours été le sujet en fait du PA4, innovation et R&D, avec la réindustrialisation. Parce que là, c'est vraiment le dispositif 2030, c'est de se dire séparer entre l'innovation, la R&D et l'industrialisation. En fait, ce supplément de 30 milliards d'euros plus 4 milliards d'euros donc dans le cadre de France 2030 va abonder dans le sens de ce qui est déjà mis en place dans le cadre du PA4, tels que les dispositifs qu'on a présentés tout à l'heure et donc qu'on va continuer de présenter en termes de procédure dans la suite de cette présentation. À ceci viennent se rajouter ces projets de type plutôt industriel, en fait, tels que Première Usine que vous voyez là, sur des sujets stratégiques, prioritaires pour la France, pour un avenir plus écologique, plus souverain et plus solidaire. Voilà. Alors, effectivement, Marie, pour réussir avec son projet, est-ce que tu peux nous en dire plus sur l'objectif et les attentes des financeurs et notamment comment on s'y prend pour gagner, quelles sont les attentes des financeurs et comment on procède pour déposer les dossiers quand on souhaite candidater? Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, l'un des premiers points, donc je parle à la fois du PA4, mais c'est aussi la même chose dans le cadre de France 2030, d'où le continuum que
qu'on a expliqué tout à l'heure. Alors, avant toute chose, on doit rester dans des projets de R&D et d'innovation. Donc ça, c'est très important. On reste dans des sujets d'innovation et même d'innovation. Ça a été dit et redit, c'est l'innovation et la R&D. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est sur des projets qui vont donc de TRL. Donc, TRL, c'est Technology Readiness Level. Donc, la maturité technologique, hein, c'est l'échelle qui est utilisée. Et je suis certain que la plupart des gens qui nous écoutent aujourd'hui, qui suivent ce webinaire, donc connaissent bien. Ce qu'il faut savoir, c'est l'échelle qui est utilisée donc pour évaluer la maturité technologique, utilisée par la NASA dès les années 70, et donc qui va de 1 à 9. Donc l'échelle TRL 1, c'est voilà, une idée. Pas plus que ça. Donc, et TRL 9, le projet est mature et prêt pour être commercialisé. Donc, à travers cette échelle-là, on est sur des projets entre TRL 4 et TRL 8. Donc, c'est-à-dire on n'est pas encore sur le produit final, c'est important, et on n'est pas non plus sur des idées de projet immatures, donc d'un point de vue scientifique. C'est-à-dire on n'est ni au tout début ni à la fin. On est et ce qui représente aujourd'hui la très grande partie des projets qui sont donc financés dans le cadre du PIA 4. Donc, j'ai parlé de l'innovation de rupture. Ça peut être des projets individuels ou collaboratifs et ça concerne tout type d'entreprises, d'organisations, donc allant des centres de recherche, les laboratoires, partenaires académiques, les PME, les startups, les ETI, les grandes entreprises, voire même les associations ou les collectivités. Ensuite, deuxième point, c'est au niveau des retombées. Donc, avoir un projet d'innovation, très bien. De rupture, c'est encore mieux. Les bons TRL, c'est très bien. Par contre, il faut que ça engendre, ça génère de l'emploi. Nous l'avons déjà vu dans les précédents webinaires. Donc, l'emploi, ça revient systématiquement. C'est le premier point qui doit être considéré en termes de retombées, bien même au-delà du chiffre d'affaires que vous allez générer dans le cadre de votre entreprise. Donc, ensuite, deuxième point, je l'avais dit tout à l'heure, on doit préparer l'avenir à travers ces projets-là vers un avenir plus écologique. Donc, dans une logique de transition écologique, énergétique et et bien entendu avec le numérique donc, ou le digital. Enfin, les retombées doivent aller au-delà du périmètre propre du porteur du projet ou du consortium. C'est-à-dire qu'un projet par une PME aujourd'hui ou une grande entreprise doit avoir des retombées bien au-delà de son propre périmètre, donc bien au-delà du chiffre d'affaires qui sera généré grâce au financement de l'ensemble de la filière, donc le projet qui sera sélectionné, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est une compétition, c'est un concours des termes même donc, du président de la République, c'est une compétition. Et donc, avoir un bon projet ne suffira pas. Il faut avoir un projet excellent en termes d'innovation, qui respecte en fait l'ensemble des points que je viens de citer, et surtout avoir des retombées importantes, non seulement pour le consortium ou le projet, mais aussi pour l'ensemble de la filière. Et quelque part, c'est ça les retours sur investissement qu'attendent l'État en finançant les projets. Donc tout ça pour dire les impacts comptent tout autant que l'innovation et le niveau, je dirais. Donc ça, c'est un continuum entre l'innovation et l'industrialisation. Donc, on est vraiment sur cet axe de porter l'industrie, de relancer l'économie à travers l'innovation et aussi de préparer l'avenir vers la transition écologique qui sera notre vie de demain. Ensuite, comment ça se concrétise en termes de montage de dossier? Alors, je vais prendre le dénominateur commun de l'ensemble de ces dossiers. Donc, on a parlé de France Relance, de PIA 4 et de France 2030. Donc, le dénominateur commun peut être de dossier.
Donc, il y a une procédure qui s'appelle la procédure des dossiers complets, c'est-à-dire que vous allez monter votre dossier et vous allez dossier directement à la date indiquée par l'appel à projet, un dossier complet de 30, 40, 60 de pages maximum. Et ce dossier va être analysé, étudié, évalué directement à travers un premier filtre, en fait, que vont réaliser des évaluateurs indépendants, qui peut être aussi des évaluateurs au niveau international sur certains sujets. Ensuite, il peut y avoir une audition. Donc, l'audition va servir de second filtre et donc d'aller sélectionner des projets, enfin les meilleurs projets reçus sur dossier. À l'issue de l'audition, on va passer en phase dite d'instruction approfondie du dossier. Donc, dans le cadre de l'instruction approfondie, ce sera des échanges entre les experts évaluateurs et donc le porteur et le consortium, donc dans le cadre de projets collaboratifs du projet. L'ensemble de ce processus peut durer jusqu'à 4 mois. Donc, l'État s'engage aujourd'hui sur une durée de 4 mois entre le dépôt initial du projet et sera signé et validé par le Premier ministre avant le démarrage du projet. Donc ça, c'est la procédure liée à ce qu'on appelle un dossier complet. Par ailleurs, on a donc un deuxième cas de figure. Ça va dépendre des appels à projets. Et cette seconde procédure va passer par ce qu'on appelle donc un pré-dépôt. Un pré-dépôt, c'est quoi? C'est qu'on va préparer, monter le dossier en 2 étapes. La première étape va consister à présenter le dossier sous format PowerPoint, par exemple, donc une présentation simplifiée. C'est seulement simplifié que l'organisme financeur va demander un dossier complet et reprendre le même schéma que je viens de vous présenter dans le cadre d'un chemin dit dossier complet. Donc, bien entendu, ça a l'avantage d'être plus simple, en fait, dans un premier temps, puisque vous allez déposer un dossier d'une vingtaine de slides. Je rappelle que les dossiers, les auditions se déroulent sur une vingtaine de minutes, donc il faut vraiment aller à l'essentiel. Par contre, ça va rallonger le temps d'instruction puisqu'on passe de 4 à 6 mois comparé au process de dossier complet. Voilà, donc vous avez les 2 dispositifs de dépôt, ce qui vous permet d'anticiper donc la préparation de votre dossier. Pascal, en termes de budget, qu'est-ce que ça donne du coup? Parce que, enfin, on le sait tous, c'est quand même le nerf de la guerre. Et oui, c'est exactement ça, le nerf de la guerre. Alors, il faut savoir qu'il y a une volonté d'unifier le formalisme des dossiers et aussi que la grille de lecture reste la même, quels que soient les opérateurs. Donc, en fait, ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, ce qui va être important, c'est toujours pareil, c'est la nature des activités et c'est la taille de l'entreprise qui va conditionner en fait le soutien financier dont vous allez pouvoir bénéficier. Autrement dit, 2 natures d'activité, recherche industrielle et développement expérimental. Alors, ça peut être un peu antinomique, mais c'est vraiment de la recherche, on va dire, amont sur le TRL4 et développement expérimental, c'est au-delà quand on va être sur du pré-pilote industriel, par exemple. Et effectivement, en fonction de la taille de l'entreprise, donc petite entreprise, moyenne entreprise, grande entreprise ETI, on est aidé de manière un peu différente. Et effectivement, on pousse un peu plus fort si, en termes de soutien, si on est en mode collaboratif, donc entre 10 à 15 points de plus, qui effectivement est assez incitatif pour travailler en collaboration quand cela fait sens. Ça n'empêche pas pour autant de pouvoir porter des dossiers seuls quand effectivement c'est pertinent au niveau de l'entreprise. Donc toujours pareil, ce qui est important, c'est qu'on peut travailler avec des partenaires publics et ils sont aidés pour ça. Donc autant au niveau des collectivités locales que les organismes de recherche et effectivement pour les organismes de recherche, donc centres techniques, du CEA, universités et autres, on peut être aidé soit sur les coûts marginaux, donc à 100%, ou en coût complet 50%. Donc ça, c'est un message qui est assez important puisque vous avez besoin de partenaires publics. Quand c'est le cas, ils sont aidés et donc peut être associés
à votre projet. Et les dépenses éligibles, en règle générale, c'est toujours ce qui concerne le personnel, les hommes mois impliqués dans les projets, donc les salaires internes. Vous allez avoir l'amortissement des équipements sur la durée des projets, les frais de mission consommables. Et un point important, c'est l'aspect de sous-traitance. Donc, toujours faire attention à cet aspect-là. Sous-traitance, c'est vraiment tout ce qui n'est pas critique pour l'exécution d'un projet. Et en général, elle est capée à 30% max en termes de budget total. Hein. Donc, il faut vraiment faire attention à ce point-là. Et le dernier message sur ce document-là, c'est la date de début d'éligibilité qui est toujours au dépôt du dossier complet. Et à partir de cet instant, on peut commencer à dépenser. Donc ça, c'est vraiment un message important à faire passer. Juste avant de poursuivre, Pascal, je vois beaucoup de questions déjà de nos auditeurs. Donc, Delphine, tu me confirmes, on y reviendra à la fin de la présentation. En effet, tout à fait, Marie. Voilà, on va poursuivre, et puis on a bien vu vos questions, donc on y reviendra bien sûr tout à l'heure. Donc Pascal, et bon, ça fait partie des questions déjà que j'ai vues. Donc, comment se répartit, quelle est la nature de ces, de ces aides en fait? Parce que on sait qu'il y a des Exactement. avances remboursables, de la Oui. subvention. Alors, il faut garder en tête qu'effectivement, sauf exception, on peut avoir un support uniquement en subvention pour des investissements productifs, comme on l'avait vu dans le plan de relance. Mais pour ces projets qui sont très recherche-développement, on va être aidé toujours avec un mix de subventions et d'avances remboursables. Donc, on sait que le sujet d'avance remboursable peut être un frein dans certains cas. Malgré tout, effectivement, en fonction de la nature des activités, comme je vous le disais, recherche industrielle, développement expérimental, on va être aidé soit à 75% sous forme de subvention et le reste en avance remboursable. Et ensuite, dans le cas des développements expérimentaux, on est jusqu'à 60% de subvention et le reste en avance remboursable. Donc ça, c'est en règle générale ce qu'on voit dans les cahiers des charges des différents appels à projets. Et il y a vraiment une volonté d'unifier en fait ce format de soutien, quels que soient les opérateurs, avec évidemment quelques exceptions quand c'est spécifié dans le cahier des charges, évidemment. Voilà. Enfin, moi, je rajouterais par rapport à ça, Pascal, parce que c'est un que nous avons accompagné jusque-là. Il faut vraiment considérer ces financements-là comme un vrai d'innovation en fait ou de croissance de l'entreprise et non pas pour financer le produit final. C'est là la logique en fait entre les subventions et des avances remboursables, c'est-à-dire que le financement n'est pas une fin en soi. Enfin, le but vraiment, c'est de pouvoir utiliser ces financements-là pour aller plus vite, accélérer le time to market et donc d'arriver en premier sur le marché pour pouvoir réaliser du chiffre d'affaires, réaliser les retombées qu'on a promis, je dirais, aux financeurs. Et c'est en ce sens où plus on est proche du marché, plus on aura de l'avance remboursable et risqué de rupture, plus on aura de la subvention. C'est cette logique en fait que j'aimerais vraiment souligner parce que c'est fondamental pour augmenter les chances de succès de vos projets. Absolument. Et tu fais bien de le dire puisque ça me permet de passer justement sur les accompagnements et les retours d'expérience qu'on a pu avoir. Et du coup, est-ce que tu peux commenter en fait ce retour d'expérience par rapport aux différents dossiers qu'on a étraînés depuis un peu plus d'un an? Tout à fait. Delphine, Alors tu avais une Marie, juste question? pour te dire que la liaison du son n'est pas très très bonne. On a Ah, mince. quelques coupures quand tu parles. Alors je vais te laisser présenter, mais malheureusement on peut pas faire grand-chose, donc on espère que ça va s'arranger. D'accord, bah, je suis vraiment désolé, je suis en filaire pourtant, donc je vais essayer de. Enfin, on va voir au niveau des questions, hein, si jamais il y a des choses qui n'étaient pas claires, donc on répondra bien entendu, et moi ou Pascal, donc par rapport à ça. En termes de retour d'expérience, ce qui est important, c'est avant tout, donc pour réaliser l'innovation de rupture, c'est la capacité technique et financière du consortium du porteur pour garantir la réalisation du projet. C'est-à-dire que quelque part, on va vendre du papier. C'est-à-dire que le projet n'existe pas. On va démarrer, on va parler d'un projet qui est une image en fait idéale de ce que nous souhaitons mettre en œuvre. Donc, par rapport à ça, les seuls documents
pour convaincre les évaluateurs, c'est le dossier qu'on va présenter ou les quelques éléments que vous avez déjà à disposition. Mais avant tout, il faut bien se dire qu'on se projette sur un projet qui n'a pas démarré. C'est le premier point pour être éligible. Ensuite, au-delà de l'aspect innovation technologique et valoriser pour développer le projet, ça va concerner le caractère stratégique, c'est-à-dire la réponse finalement aux points clés de l'appel à projet. Alors, on a souvent tendance à dire j'ai un super beau projet, ça rentre dans le cadre, je ne sais pas, enfin de l'automobile, je pense que je vais pouvoir être financé. C'est vrai. Par contre, il va bien falloir insister sur en quoi le projet en question va répondre point par point à l'ensemble des mots-clés, à l'ensemble en fait des lignes du cahier des charges de l'appel à projet. Ça, c'est très important. Et donc, en général, là, on va devoir répondre et quantifier les éléments emploi et transition écologique énergétique. Donc, ce troisième point, d'ailleurs, c'est un axe qui est primordial aussi dans le cadre du PIA4, c'est comment le projet et de manière argumentée, aujourd'hui, il ne suffit plus de dire notre projet va viser une réduction de moins 20% des émissions CO2, par exemple. Ça, tout le monde peut le dire. Mais comment, concrètement, et comment, à travers l'innovation que vous allez mettre, est réellement faisable, réalisable dans le périmètre du projet. Donc, c'est un ensemble d'enchaînements d'argumentaires qui va faire que le projet sera mis dans les premiers projets en termes de notes pour gagner le financement. Ensuite, Pascal, tu connais bien ce process puisque d'une part, un bon dossier, c'est très bien, mais avant même la préparation du dossier, l'étape qui pour nous est cruciale, c'est aussi de se positionner et d'en informer les acteurs locaux. Oui, absolument. Juste un complément à ce que tu disais auparavant, Marie, c'est écrit noir sur blanc dans pas mal de cahiers des charges, mais pensez effectivement que vos projets ne doivent avoir aucun impact négatif ou défavorable sur l'environnement, quel qu'il soit, ils ne seront pas financés. Ça a été répété maintes fois sur différents webinaires officieux ou officiels, mais ça vaut vraiment le coup d'être redondant et de le répéter. Ensuite, sur l'aspect effectivement de la relation avec les institutionnels, ce qu'on peut être amené à faire, c'est vraiment important de pouvoir donner un contexte, se projeter sur le tissu régional, local, auprès de vos régions, de vos élus, de présenter de manière formelle ou informelle l'intention de projet et pour pouvoir peut-être les fédérer à votre projet, recevoir des lettres d'intention ou d'engagement qui permettront de facto de pouvoir soutenir votre projet. Donc effectivement, on ne parlera pas de lobby, mais c'est vraiment important de pouvoir présenter en amont aux institutionnels de choix ou pertinents votre projet, de pouvoir faire effectivement de manière informelle un rendez-vous avec la BPI aussi. Ça ne conditionne pas le succès de sélection de votre projet, mais ça permet aux financeurs de bien comprendre les tenants et aboutissants. Donc ça vaut toujours le coup d'avoir un peu de pédagogie par rapport à ça et de ne pas être chiche ou timide sur le fait de pouvoir les approcher pour vérifier certains critères de vos projets qui ne pourraient ne pas être pris en compte dans l'appel à projet que vous pourriez viser. Donc, justifier l'adéquation du projet avec les politiques d'innovation locale, c'est toujours pertinent. On sait que chaque région a des thématiques prioritaires, stratégiques, comme peut l'avoir le gouvernement, et chaque région sont différentes. Donc, regardez aussi ce niveau-là. Les missions de relations institutionnelles sont souvent importantes et incontournables pour aussi améliorer le succès de vos projets. Donc pensez-y et effectivement, c'est toujours important d'avoir ce regard-là qui vient un peu en dehors de la procédure officielle de l'appel à projet que vous visez. Merci Pascal. Merci beaucoup Pascal, merci beaucoup Marie. On a eu quelques petits problèmes de son, il en est vraiment désolé. Néanmoins, ce que je vous propose, c'est de passer à la partie questions.
Alors, j'ai une première question qui me paraît intéressante dans le chat. Quels sont les TRL de départ et d'arrivée visés pour les appels solutions innovantes pour l'amélioration de la recyclabilité, le recyclage et la réincorporation des matériaux? Ça, je pense que c'est un appel à projet spécifique. Oui, donc c'est le fameux RRR, hein, donc du coup on est assez actif sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que les TRL en fait de départ et d'arrivée euh, rentrent bien dans le cadre en fait de ce que nous avons présenté tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez trop en amont parce que sinon et ne pas être trop en aval non plus, puisque ça ne sera plus de l'innovation en fait de rupture. Donc aujourd'hui, c'est vraiment ce continuum-là. Dites-moi si vous n'entendez pas bien. Hein, c'est ce continuum-là qui est important entre l'innovation. Donc on doit apporter en fait des technologies à très fort contenu innovant. Ça, c'est primordial. On sera donc en général en démarrage à TRL 4 ou 5 en règle générale pas avant parce que sinon le gap est trop important pour passer à un TRL plus élevé. Et puis ben, à la fin, on veut en général un démonstrateur, des prototypes qui vont pouvoir des impacts en fait en termes de réincorporation, en termes de recyclage, donc de pouvoir démontrer que ça fonctionne et que au-delà d'une démonstration purement, je dirais, laboratoire, on peut le démontrer en environnement proche de l'environnement opérationnel d'OTRL7. Voilà. Merci beaucoup Marie. J'ai une question. Comment on distingue le développement expérimental de la recherche industrielle? Peut-être une question pour Pascal? Oui, alors ces deux activités-là sont effectivement conditionnent le pourcentage de financement. Donc en fait, sur l'aspect développement expérimental, par exemple, quand on parle de projets qu'on appelle TIGA au niveau ADEME, quand il s'agit de réaliser un pilote pré-industriel qui va être la démonstration de votre solution dans un environnement réel, donc on est sur du TRL 6, on va parler de développement expérimental, clairement. Et tout ce qui est recherche industrielle, donc RI, va être plutôt sur des sujets amont d'excellence qui sont réalisés dans des conditions plutôt laboratoires ou prototypage, mais ça reste vraiment de la recherche amont. Donc on distingue bien ces deux activités-là. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais effectivement, c'est toujours en lien avec ce fameux TRL, donc TRL 3, 4, 5, plutôt RI, et ensuite au-delà, TRL 6, on est plutôt sur des développements expérimentaux. Après, les frontières sont souvent ténues, donc effectivement, on va toujours négocier avec le financeur. Donc, il faut faire attention à ne pas tomber non plus dans une caricature. Mais pour donner un schéma un peu simpliste, on dira plutôt que c'est quand même comme ça que ça pourra ressortir. Pour répondre à Pascal, parce que je vois en même temps une question donc, qui est directement liée à ça, est-ce que c'est l'équivalent de la recherche appliquée au CIR? Donc c'est les mêmes termes en fait qui sont utilisés, hein, donc oui, c'est les mêmes, c'est les mêmes définitions en fait que vous avez l'habitude d'avoir dans le cadre du crédit impôt recherche. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question. Est-ce que IDEMO sera fini après mai 2022? Très 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 bonne question. C'est vrai que les dates aujourd'hui officielles vont jusqu'à mai 2022. Alors, on n'est malheureusement pas à la place de la BPI pour vous dire si ça va continuer ou pas. La logique serait évidemment que ça va continuer parce que c'est un très beau dispositif bien adapté aujourd'hui euh, aux problématiques en fait dont on a parlé, donc qui fait partie du PIA4, hein, le dispositif IDEMO. Nous avons eu un webinaire, vous pouvez revenir dessus sur le site des mines en fait, qui présente en détail ce dispositif-là. Ma conviction, et ça reste ma conviction personnelle, c'est que ce dispositif a encore de beaux avenirs, enfin un avenir assez important, un rôle en tout cas important à jouer dans l'écosystème du financement, donc de l'innovation de la R&D. Et en plus, on va s'acheminer certainement vers des IDEMO de type thématique, donc de plus en plus, donc c'est dans les pipes, comme on dit. Je ne saurais pas vous confirmer mon espoir
dispositif continue et même au niveau de l'Europe. Hein, donc, c'est un dispositif qui va, pour ceux qui sont habitués à, à faire des projets, par exemple dans la microélectronique, hein, c'est un domaine que je connais très bien, où donc IDEMO Europe est aussi un dispositif qui va permettre d'abonder certains financements sur des projets plutôt terre élevée européens. On peut y revenir dans un autre webinaire certainement, mais en tout cas, la réponse c'est, j'espère que ça va être, ça va continuer. En tout cas, les signaux vont plutôt dans ce sens-là, mais à confirmer. Oui, et je complète, Marie. IDEMO, c'est le successeur du PSPC. Et comme certains le connaissent, je pense, le PSPC a toujours été reconduit année après année. Et le IDEMO étant son successeur, il ne fait pas peu de doute qu'il ne soit pas reconduit. Ça, c'est clair. Le calendrier, en tout cas, des dépôts est connu jusqu'à juin, mais on ne doute pas de sa continuation. On le souhaite. Alors, il existait une règle lors des PIA 3 qui empêchait une entreprise d'obtenir une subvention PIA 3 si elle avait déjà obtenu une aide en capital via le PIA 3. Est-il possible d'obtenir une subvention PIA 4 si on a notre capital, dans notre capital, un fonds alimenté par le PIA 3? Alors, je vais essayer de répondre en fait au moins en partie à cette question-là. C'est vrai que c'est une question qui est fondamentale puisque à chaque dépôt, ce qui est demandé, c'est un tableau des fonds que vous avez déjà perçus. Donc ça, c'est systématique. Ceci étant, le fait d'avoir été financé dans le cadre du PIA 3, aujourd'hui, n'est pas un Marie, on n'a pas entendu ta réponse. Est-ce que tu peux reformuler? Pascal, tu pourras dire si jamais c'est pas ça saccade encore de mon côté. Je vais redire donc ma réponse. Donc je disais aujourd'hui, il n'existe pas de frein en tant que tel à postuler dans un programme PIA 4 si vous avez déjà un PIA 3. Par contre, il faut faire bien attention. On va parler de fonds propres. Si aujourd'hui le projet PIA 3 n'est pas encore terminé et qu'une partie de vos fonds propres le programme. Oui, je reprends la même. Merci Pascal. Attention à ce que le nouveau projet PIA 4. Vas-y Pascal, je suis vraiment désolé. Ouais, c'est une relation avec. Il ne faut pas oublier que c'est une relation avec la BPI, Pascal, par exemple. C'est une relation avec un banquier. Et effectivement, la notion de fonds propres, quand vous recandidatez un nouvel appel à projet, il faut que vous regardiez les fonds propres non engagés. Et effectivement, les projets passés qui sont encore en cours. Donc, à ce titre, c'est vraiment un dialogue que vous devez avoir avec la BPI ou le guichet qui est concerné et valider à nouveau le fait que vous puissiez ressolliciter le financeur pour avoir un complément de financement. Donc, autrement dit, à chaque fois que vous recandidatez, forcément, on va valider votre solidité financière à pouvoir autofinancer la partie qui est non couverte par le financement. Donc, c'est sous cet angle-là qu'il faut regarder les choses et préciser ça avec le chargé d'affaires toujours pour savoir si effectivement on est en droit ou pas de ressolliciter un financement auprès de tel ou tel guichet. Donc, toujours à revalider, requalifier. Mais en soi, un PIA 3 et un PIA 4, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas cohabiter ensemble. C'est simplement sur la règle des fonds propres et de la discussion que vous auriez avec votre situation particulière auprès du financeur. Merci Pascal. J'ai une question qui est relative aux frais de sous-traitance. Pour consolider un lien entre l'innovation et un besoin marché, sont-ils éligibles ces frais de sous-traitance? Je vais laisser la parole à Pascal parce que Marie, je suis désolée, mais ta connexion n'est pas très bonne. Oui, c'est une bonne question. Alors, la sous-traitance, on a souvent des discussions là-dessus sur leur nature. Comme j'ai dit pendant le webinaire, les frais de sous-traitance sont éligibles. On accepte, on tolère un montant qui va jusqu'à 30% du budget total qui sera présenté dans le dossier. Donc 30%, c'est effectivement un socle à ne pas franchir. Dans certains cas, et je dis bien dans certains cas, il est possible d'aller au-delà quand on arrive à le justifier. Donc c'est toujours la justification, comment on circonstancie le fait qu'on ait besoin d'un montant de sous-traitance qui est un peu plus fort que les 30% maximum qu'on ne doit pas dépasser. Donc dans certains cas, on peut très bien le justifier.
Et encore une fois, la définition de la sous-traitance, c'est vraiment une action qui est lambda. C'est vraiment quelque chose qui ne sort pas, qui est dans l'état de l'art, qui est une répétition, un acte répété, qui n'a pas besoin de subir des efforts d'innovation. Il faut faire attention à ce que la sous-traitance ne soit pas qualifiée comme étant une activité critique pour la réalisation du projet, auquel cas, effectivement, ils ne seront pas compris dans les frais de sous-traitance, mais ils seront compris dans les activités qu'on a citées, autrement dit recherche industrielle et ou développement expérimental. Donc, toujours faire attention à cette notion de sous-traitant. La sous-traitance s'entend aussi par je suis partenaire du projet ou je ne le suis pas. Donc, sous-traitant, c'est un consommable, une analyse et d'autres exemples de ce genre. Merci Pascal. Alors, dans la même continuité, il y a si l'acceptation par la même question passe par une certification ou une labellisation. Est-ce que ces coûts sont éligibles? Non. Alors, ça nous permet de faire un focus, merci pour la question, sur l'aspect de labellisation. Dans certains cas, effectivement, il est noté qu'il est fort recommandé d'être labellisé par un pôle de compétitivité, si je comprends bien la question. Donc, effectivement, c'est toujours mieux de le faire. Ce n'est pas un critère obligatoire, comme on pouvait le voir dans les FUI anciennement. C'est quand même fortement recommandé parce que ça permet aussi, certains pôles font des relectures des dossiers, par exemple, et leur rapport peut être assez important et nécessaire. Et donc, le fait d'avoir une labellisation, c'est quelque part une lettre de support qui n'est pas négligeable, puisque le financeur se dira, j'ai des experts qui ont pu regarder ça et ils ont validé ce projet-là. Donc, les coûts, les frais de labellisation ne sont pas éligibles à votre dossier. Ça, c'est clair. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va clôturer ce webinaire. Je vous remercie pour l'ensemble des questions que vous avez posées. Merci pour la qualité de vos réponses. Ce que je vous propose dans la présentation que vous allez recevoir, vous allez avoir tous les liens pour les différents appels à projets que nous ne montrons pas ici par faute de temps, mais ils seront dans la présentation qui vous sont envoyés. Je remercie Marie, Pascal pour la qualité de votre intervention et je vous propose également de passer à la slide suivante ou si vous avez des questions additionnelles auxquelles nous n'aurions pas répondu, je vous invite à noter cette adresse finance-innovation@eming.com et surtout nous vous remercions d'être venus à ce webinaire et bien évidemment prenez soin de vous en cette période de pandémie. Merci beaucoup Marie, merci beaucoup Pascal et à très bientôt. Merci à tous. Beaucoup. Merci à tous.